Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, je suis Taros, je crée un univers depuis maintenant quelques années, et ayant un certain background scientifique, j'aime bien apporter des éléments venant un peu de ce milieu à l'intérieur de mes créations. À ce titre-là, j'essaie d'apporter des méthodes, des outils, pour vous permettre à vous-même, dans votre univers, de créer des choses un peu plus vraisemblables et un peu plus cohérentes, sans bien évidemment grande prétention de ma part. À ce titre, j'avais déjà pu faire une vidéo sur la flore, où on avait pu mettre en place déjà une série de conseils, notamment parler de cycles de développement des plantes, pour apporter une certaine structuration de la réflexion autour du world building. Quand on parle de la faune, en fait il y a beaucoup de choses qui sont déjà liées à la flore, et que par conséquent on aura déjà abordé dans cette vidéo. Et aussi, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite très fortement à aller voir la vidéo, étant donné qu'elle va poser un certain nombre de bases qui certes seront réabordées pour les notions que vous avez besoin en termes de compréhension, mais qui seront juste survolées ici étant donné que on les a déjà abordées. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des demandes dans cette vidéo de faune, je me suis dit qu'est-ce que je peux foncièrement apporter de plus à la vidéo sur la flore que j'avais pu faire, étant donné que nombre de conseils s'appliquent. Je me suis dit qu'on pouvait parler de la notion de chaîne alimentaire, que on va ici élaborer en termes de réseau trophique, je vais revenir sur cette notion, rassurez-vous, qu'on peut réfléchir à une dynamique d'évolution, mais ce sont des choses qui s'appliquent aussi dans le domaine végétal. Cette vidéo va être plus construite comme une espèce de second volet. On va du coup majoritairement parler ici en termes de faune, mais malgré tout, tout ce qu'on va dire va s'appliquer à la flore également. Je dis on parce que dans cette vidéo, nous allons avoir la chance d'inviter un ami qui a fait un master en écologie et qui a pu répondre à certaines questions vis-à-vis des liens entre la faune et la création d'univers. On va pouvoir avoir un point de vue d'un biologiste qui va vraiment nous aider à débroussailler certains angles. J'aimerais aborder un petit peu des bases, simplement en faisant un petit tour d'horizon de ce qu'il a été posé comme question, notamment sur le Reddit World Building, afin de voir un peu quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer de prime abord et également quelques réponses qu'on peut y apporter. Plutôt que de partir dans absolument tous les sens, on va essayer de construire un peu ça et d'apporter de la réflexion sur déjà des grands points pour aller de plus en plus vers le cas concret. J'aimerais commencer par cette problématique qui, je trouvais extrêmement intéressante et la première réponse qui va sortir va beaucoup nous intéresser. Je suis curieux de savoir si quelqu'un pense objectivement mieux d'inclure des éléments du monde réel ou si un setting de fantasy bénéficierait d'une faune totalement alien. Et donc en gros la question c'est de savoir est-ce qu'on part d'une base réelle et qu'on modifie des petites caractéristiques pour faire correspondre à quelque chose de nouveau, ou alors est-ce qu'on crée quelque chose de complètement nouveau et on essaie de l'adapter pour que un lecteur, un auditeur, etc. puisse se faire une représentation mentale de ce que c'est et voir un peu comment ça interagit avec son environnement. On a cette réponse-là qui, je trouve, résume pas mal de choses. Il est plus facile de créer quelque chose de commun qui va devenir fantastique plutôt que quelque chose de fantastique qui va devenir commun. Et en fait, je trouve que dans cette réponse, même s'il n'étend pas tout sur le sujet, en vrai, ça résume extrêmement bien notre tout premier point qu'on va avoir à se poser comme question. Est-ce qu'on veut faire quelque chose qui soit facile, accessible d'accès et contenable dans un format court, ou est-ce qu'au contraire, on se prévoit qu'on a de l'espace pour expliquer cela, qu'on a du temps pour tout créer, pour faire quelque chose de cohérent, et que on a un intérêt spécifique à le faire. Parce que quelque chose de facile, une facilité n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais pour autant, ça peut ne pas être quelque chose qui convienne. Là, par exemple, on est dans le cadre de la fantasy, mais si on prend quelque chose qui est de la SF et qu'on imagine une autre planète que la Terre, bien dans ce cas-là, l'argument ne peut pas vraiment se tenir. Pourquoi est-ce que la vie se serait développée exactement de la même manière sur une autre planète? Et du coup, s'il y a d'autres trajectoires évolutives qui sont impliquées par d'autres milieux, on ne doit pas avoir les mêmes espèces en résultant. À ce titre-là, là oui, on doit être sur quelque chose qui doit être complètement différent. Et c'est pareil avec un monde de fantasy. Grosse question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que, voilà, c'est un ensemble de milieux tempérés, arides, chaud-froid, qui ont à peu près, par exemple, les mêmes répartitions et la même histoire que ce qu'on a eu sur notre propre planète. Ou est-ce qu'au contraire, on a, je ne sais pas, des déserts de roches flottants qui vont demander aux espèces d'avoir des caractéristiques bien particulières qui n'existent pas sur notre planète pour pouvoir survivre dans un tel milieu. L'esthétique de votre monde rentre en compte dans la création de vos espèces. Par contre, justement, et c'est là qu'on reprend nos réponses, c'est que rajouter des éléments de ce type rend plus difficile l'immersion à l'intérieur de celui-ci. Le plus vous avez à expliquer un concept, le plus difficile il est pour les gens de se sentir happés
dans ce monde. Donc justement, ce qui est dit, c'est que idéalement, on veut rendre les parties les plus aliens, les plus faciles à digérer, les plus faciles à comprendre et se figurer pour un lecteur, spectateur, etc. Une stratégie que je pense assez correcte pour cela, que j'avais mise en place, notamment dans un écrit que j'avais fait qui se passait au niveau de quelque chose de totalement alien en termes d'espèces, justement, étant donné que même si elles ont des petites caractéristiques type des plumes, des poils, elles n'ont rien à voir en critères évolutifs avec notre monde. Je l'avais soit fait voir par les yeux de personnages au moment où l'animal était juste là pour donner un petit peu de corps, de substance au monde, et donc dans ce cas-là, la description est ultra brève. Simplement, en fait, je laissais énormément de place à l'imagination de la personne qui était en train de lire. Et en fait, ce n'était absolument pas un problème, étant donné que c'était pas quelque chose de clé pour l'histoire. Et à l'inverse, quand ça l'était, je l'avais fait aussi voir à travers les yeux d'un personnage, mais qu'il ait une connexion avec cette créature. Et que donc, du coup, de par cette connexion, on prend du temps à détailler l'intégralité des caractéristiques de l'animal. Exemple, une petite blessure au niveau d'une oreille. Et du coup, comme ça, en même temps, dans le même pas, on caractérise l'oreille. Et cela justifie le fait d'avoir une description qui fasse une page de la créature, mais qui est nécessaire pour la personne qui vient à lire le travail, pour avoir le contexte, pour avoir qu'est-ce que c'est que cette espèce, et se figurer un peu ce que c'est, ne pas être complètement perdu, lâché face à la chose, mais qu'en même temps, cela reste digeste. Pour rebondir sur cela, du coup, ensuite, le poster propose 3 voies, un petit peu. Utiliser des vraies créatures en tant qu'inspiration, utiliser des créatures communes dans des voies peu conventionnelles, imaginer une créature telle qu'elle existe dans notre monde, en modifier une caractéristique physique, se dire qu'est-ce que ça changerait au niveau du monde. Là, par exemple, ce qui est donné, c'est l'idée de 1000 pattes géants et qui soient utilisés comme monture. Ou alors utiliser des créatures non conventionnelles dans des voies communes. Une créature qui va être soit complètement alien, soit totalement peu courante comme animal de compagnie, qui du coup se trouve à être inclus. Ça justifie le fait que on en parle très peu, parce que même si nous on a des chats, des chiens, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est que le concept de chat ou de chien, et ce serait pas gênant pour une histoire, à partir du moment où on comprend que ça répond à la case animal de compagnie pour le reste de la compréhension. Dans les autres réponses qu'on a, justement, ça dépend du média qu'on utilise, parce que oui, un média visuel va avoir très peu de difficultés à partir dans des caractéristiques complètement aliens, même si, à l'inverse, il va avoir bien plus de difficultés à poser tout ce qui va être l'écologie de l'espèce, on dit ses interactions avec l'environnement. Mais par contre, pour son esthétique, ça va être très simple. Par exemple, si vous êtes dans du dessin, vous pouvez partir sur des designs absolument custom, et que, bien simplement, vous mettiez en avant les caractéristiques de l'espèce qui la font survivre dans son milieu. Le fait d'avoir des grandes cornes pour se défendre de potentiels attaquants, d'avoir des membres effilés qui lui permettent de courir vite. Autant de dynamiques qui vont pouvoir être visibles par la personne qui va rencontrer votre œuvre. Mais par contre, pour dire que vraiment elle est adaptée à telle source d'alimentation, mis à part la montrer en train de s'alimenter sur cela, ou alors de se faire chasser par une autre bestiole dans l'arrière-plan, ça devient un peu plus compliqué, parce que vous n'avez pas forcément, au cours de votre récit, le temps de vous attarder là-dessus. Mais après, est-ce que pour autant on a forcément besoin de le faire? Moi je partirais du postulat que non, en fait. On n'a pas besoin que tout soit explicité, que tout soit présenté comme cohérent à partir du moment où pour vous ça l'est, et que ça ne vous bloque pas pendant la création de votre monde, ni de votre histoire à l'intérieur de ce monde. Et du coup, justement, ce que je disais est très bien résumé dans ce post. Donc, justement, dans les médias visuels, bien, créez vos propres nouvelles créatures qui n'ont rien à voir en termes d'esthétique. Parce que c'est comme ça, justement, qu'on va sentir le côté alien de votre monde. Là où, à l'inverse, dans des mondes qui vont être plus basés sur des mots, c'est mieux de créer des créatures qui ne soient pas aliens si elles ont les mêmes fonctions exactement que des créatures qui existent déjà. L'exemple qui est donné, par exemple, c'est celui de la vache, que s'ils ont une créature qui fait du lait, prenez pas spécialement le temps de décrire une créature qui va avoir en tout point les mêmes caractéristiques qu'une vache, manger de l'herbe, être un ruminant, avoir du lait, etc. Parce que au bout d'un temps, les gens vont juste substituer le mot vache à cela. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, et ça c'est quelque chose avec laquelle je suis fondamentalement d'accord. C'est d'ailleurs toute la thèse qu'on a soutenue pendant la vidéo sur le world building où on cherchait à y poser une définition. Faites en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous jugez correct. L'idée qui est développée ensuite, c'est que c'est une histoire de faire une balance entre des éléments nouveaux qui sont spécifiques à votre œuvre, qui sont des codes que la personne qui va être en interaction avec elle va devoir assimiler, pouvoir s'investir à l'intérieur du cadre de l'histoire, et des éléments qui se basent sur des notions préconçues, parce qu'on ne peut pas non plus tout redéfinir, ce serait une tâche beaucoup trop titanesque, à la fois pour vous en tant que world builder ou world buildeuse, mais également pour les personnes qui seraient
à l'interface avec votre monde. Construire une faune, déjà, il va y avoir un point qui va être à considérer, c'est est-ce qu'on va repartir d'un cadre tel qu'on le connaît, donc juste adapter une espèce ou pas. On soit dans une approche ou l'autre, donc on prenne une espèce qui existe sur notre planète, qu'on lui rajoute des petites caractéristiques et que on l'incorpore à notre monde, ou que l'on crée une espèce entre guillemets ex nihilo, même s'il y a toujours de l'inspiration. Quelle que soit l'approche qui soit sélectionnée, il va falloir qu'elle ait une place au sein d'un système cohérent. Une espèce, quelle qu'elle soit, va avoir des relations avec son milieu, donc que ce soit des relations trophiques, des relations de nutrition, donc par le fait de prédater un herbivore, par le fait de manger de l'herbe, etc. Ou des relations biogéochimiques avec son environnement, donc j'entends par là tout ce qui va être transformation de composés minéraux, assimilation de ces composés, captation d'eau, qui vont avoir à entrer en compte. Va falloir se poser la question de comment est-ce qu'elle impacte son environnement, et en quoi est-ce que ses caractéristiques à elle vont impacter cet environnement. Donc là, on a plusieurs sens, comme toujours, pour aborder le problème. On peut imaginer les caractéristiques de l'animal et voir ce que ça va impliquer au niveau de l'environnement. Exemple, elle a des toutes petites surfaces de contact au niveau des sabots, donc du coup elle va piétiner l'herbe, ou alors l'herbe du milieu est piétinée. Pourquoi ? Parce qu'on a des animaux qui ont des tout petits sabots. Mais ça ne change pas la dynamique du monde en elle-même. Par contre, ce qui va changer la dynamique des interactions que vous allez faire, ça va être la manière dont vous approchez la création. Est-ce que vous l'approchez en un instant donné, un instant figé, autrement dit, la chaîne alimentaire, c'est ça, vous avez votre succession d'espèces qui est un tel se nourrit sur un tel se nourrit sur un tel, etc. Et donc du coup on a une photographie à un instant donné d'un ensemble d'espèces dans un milieu, ou est-ce que à l'inverse vous allez faire entrer en compte l'évolution dans votre processus et vous intéresser à ce qu'il y avait avant. Le premier truc qui me vient en tête quand je me dis faire du world building et faire une création d'une faune, ça va être de penser mes différents animaux en fonction de leur place dans une chaîne trophique. Je sais que c'est pas la seule chose qu'il y a à prendre en compte, mais c'est la première approche que j'ai. Est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres premières approches qui est possible d'avoir? La chaîne trophique est un élément important dans un écosystème, bien sûr, parce que c'est là où va se transmettre l'énergie dans l'environnement. On peut penser à une approche plus évolutive, à réfléchir d'abord aux pressions de sélection qu'il peut y avoir sur les espèces, donc les réfléchir plutôt à partir de l'environnement. C'est un peu différent. On prend le sens à l'envers en fait. Parce que les chaînes trophiques en fait se construisent se construisent en même temps et après que les espèces aient pu passer des filtres environnementaux en fait. Une espèce s'installe sur un milieu d'abord parce que elle est dans la capacité de le faire. Elle est dans la capacité d'abord de s'implanter dans le lieu parce qu'elle elle a eu la capacité d'inspiration de s'introduire dans le lieu. Par exemple, on peut penser au nombre de graines qui peut arriver sur une prairie. Ensuite, les caractéristiques du milieu qui vont déterminer quelles sont les espèces qui peuvent se développer dessus. Et ensuite encore, c'est les installations avec les espèces qui vont définir quelles sont les espèces qui restent à la fin. Ça, c'est la théorie des filtres en écologie. C'est ce qui détermine les espèces qui sont présentes. Donc, à partir de la chaîne trophique, c'est tout à fait possible. Mais passer par plutôt ce genre de théorie, ça marche très bien pour les plantes. Peut-être pas forcément pour la faune. C'est pas facile de le faire pour la faune. Mais c'est une approche plus théorique en fait des espèces qui pourraient être présentes dans un monde. En fait. Sur ce segment, mon conseil personnel sera pas spécialement de mettre un curseur entre les deux. Choisissez vraiment ce que vous avez envie de mettre. Si vous avez envie de partir du full alien alors que vous êtes dans un cadre de fantasy assez classique, faites-vous plaisir à partir du moment où il y a les justifications pour. Mais par contre, au moment de la présentation de l'œuvre à un public, donc là, je pars du postulat que le world building est terminé et que vous allez soit faire une écriture d'une nouvelle, d'un roman, présenter un jeu de rôle, vous devez apporter les concepts graduellement et ne pas hésiter à les répéter. Si on parle par exemple d'un animal qui est complètement nouveau, qui a un ensemble de caractéristiques inconnues, vous pouvez le présenter au travers de plusieurs nouvelles différentes avec des angles différents suivant la personne qui est en train de voir cet animal. Vous allez par exemple parler de son esthétique une première fois, puis vous allez le présenter en toile de fond à un moment dans son milieu, ainsi de suite. Donc vous pouvez ainsi apporter graduellement les concepts
reste dans l'esprit du public, mais également séparer les instances. J'entends par là que vous avez plusieurs espèces à présenter. Ok, ne les faites pas tout en même temps, ne faites pas ce qu'on appelle un infodump, donc autrement dit, une surcharge d'informations qu'on va présenter à un public, mais au contraire, distillez ça tout le long de votre œuvre et mettez-le au sein d'éléments qui sont déjà connus. Donc soit des espèces qui ont déjà été présentées précédemment, soit des choses qui sont juste adaptées de la réalité et que vous reformulez un petit peu, que vous altérez un petit peu pour les faire correspondre au cadre de votre univers. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est strictement et fondamentalement importante, respectez le cadre de votre univers. La chose à laquelle je pensais, c'est que en fait, quand on parle de faune, généralement, on parle d'une macrofaune. En fait, on parle de la grosse bébête herbivore qui va être là, placide, à brouter les touffes d'herbe, ou alors la petite souris, etc., qui va venir choper ces 3 graines et les ronger avec intensité. Mais la microfaune, par contre, c'est quelque chose dont on parle assez peu quand on va créer des univers, alors que pourtant, en biologie, c'est un des premiers trucs qu'on sait qui est ultra important, que ce soit dans toute la succession primaire qui se met en place pour coloniser un milieu. Si t'as pas de micro-organismes au début, bon courage. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'importance de la microfaune, l'importance d'imaginer une microfaune pour son univers en prenant des exemples dans le réel d'endroits inopinés où on peut la retrouver? Cette microfaune, elle se trouve partout, que ce soit dans le milieu, donc dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Elles sont partout, ces bactéries, ces micro-organismes en fait en général, mais aussi dans les organismes. C'est elles qui nous aident à digérer, c'est elles qui aident les vaches à ruminer. Voilà, il y en a partout. C'est important de savoir qu'elle est là, parce que c'est la microfaune qui va faire une grosse partie des transformations chimiques pour rendre un milieu vivable en fait, que ce soit créer de l'oxygène dans l'eau par exemple avec les microalgues, c'est elles qui ont apporté l'oxygène sur Terre quasiment, qui a permis le développement des autres organismes, que ce soit pour nous aider à digérer, comme je l'ai dit juste avant, ou même créer d'autres molécules comme l'azote. L'azote dont a besoin les plantes, qu'on trouve notamment dans l'air, est transformé par les bactéries pour que les plantes puissent l'absorber. Donc c'est important de savoir qu'elles sont là pour la création d'un univers, mais c'est aussi un sujet très compliqué. Donc quand on part dans des explications dans une création d'univers, c'est pas facile de continuer. Donc ça, on peut s'en servir pour expliquer quelques événements ou parler de ça comme un animal. Déjà que souvent dans les univers, on n'est pas souvent avec un niveau technologique très haut. Je pense notamment à ton univers. Les gens ne sont pas forcément conscients qu'il y ait des bactéries, etc., notamment dans les premières ères. Et donc, on n'y fait pas attention, on les connaît pas. Pourquoi les expliquer dans l'histoire quand personne les connaît réellement dans l'univers? Mais d'un côté, il faut savoir qu'elles sont là et qu'elles jouent un gros rôle, je pense. La première chose qu'il va falloir faire, vous commencerez à comprendre, ce sera se dresser des limites. Parce que oui, aller trop loin, aller vouloir créer trop d'espèces et dans trop de terrains différenciés, va juste vous amener à vous perdre et pas spécialement vous aider à caractériser votre monde plus avant. On pourrait se dire, on va juste regarder ce qu'il y a au niveau de ce qu'on présente à travers les pages, à travers des descriptions. En faisant ça, on se prive d'une notion de cohérence un peu plus globale. Autrement dit, si on a besoin de reprendre l'œuvre et qu'on a besoin d'intégrer une autre espèce, est-ce que vraiment cette espèce va avoir une justification et sa place là si elle n'a pas été créée dans le même processus créatif que l'autre? Bien évidemment, une question qui est revenue un petit peu en parallèle de toutes nos observations et qu'on pourrait se poser là, c'est combien d'animaux en fait il faut créer exactement? Alors, il n'y a pas de règle du tout, ça va être libre à vous d'investiguer autant que vous voulez dans cette voie-là. Je dirais que, encore une fois, ça va dépendre du média, ça va dépendre des ensembles de milieux, de biomes que les personnages vont être amenés à traverser, et donc qui vont devoir être caractérisés, et donc dont on va devoir montrer les espèces à l'écran, à la page, ainsi de suite. On a un post, combien d'animaux vous avez spécifiquement créés pour votre monde? Et là, on remarque que dans les réponses, voilà, on en a très peu. Par exemple, 3 animaux ici, 6 à 7. La question n'est pas tant de tout créer, parce que créer des animaux en entier, ça peut prendre un temps démesuré, mais créer quelques espèces, celles dont on va avoir vraiment besoin des caractéristiques, parce qu'elles sont vraiment à l'interface avec la civilisation, ou alors
elles ont un gros intérêt pour le récit que vous allez raconter. Dans ce cas-là, créez-leur toutes les caractéristiques. Mais pour des espèces qui vont être plus annexes ou seulement montrées, créez-leur juste un squelette et une justification à être là. Niche écologique, place dans le réseau trophique, etc. Et pour le reste, pas besoin d'aller dans l'intégralité des détails. Juste leur donner suffisamment d'éléments et suffisamment de vraisemblance pour pouvoir, un jour, si vous avez besoin de les reprendre et besoin d'étendre le récit de ce côté-là, continuer et rester cohérent avec l'œuvre de base. Et justement, c'est ce qui est un petit peu développé dans cette réponse, que la quantité d'animaux va être dépendante des besoins. Quand on imagine des créatures en fantasy, typiquement, je pense vraiment en fantasy, mais aussi en SF en soi, parce qu'on aime bien peupler des planètes d'animaux complètement incongrus, soyons honnêtes, les trucs avec des cornes de 8 mètres qui s'enroulent, qui font des... Enfin voilà, on les connaît, on en a des représentations dans plein d'univers. Il y a une notion de gain-perte, enfin faut qu'il y ait une sorte d'équilibre au final pour que une espèce arrive à passer les filtres de sélection. Pour autant, même nous, on a des cas d'espèces qui présentent vraisemblablement des avantages évolutifs, même si par exemple, l'exemple des pans qui est toujours cité a été montré comme étant assez peu vrai. C'était l'histoire avec la queue des pans, les pans mâles qui arbораient une longue queue et que ça, théoriquement, les gênerait et les rendrait plus repérables. En réalité, c'est plus le fait qu'ils aient peu de prédateurs de base et parce que c'est des gros oiseaux et que au final la queue ne soit pas tant que ça un empêchement pour voler ou pour courir, qui fait que certes c'est un désavantage mais pas aussi lourd que ce qu'on le pensait et que donc du coup l'argument se tient pas tant que ça. Pour autant on a des espèces qui présentent des gros désavantages et qui sont malgré tout conservées. Est-ce que t'aurais, je sais pas, des petites choses à dire là-dessus ? Notamment pour l'histoire des pans, ça joue un grand rôle dans la reproduction en fait. Les animaux comme ça qui ont des caractéristiques très voyantes, etc., c'est souvent pour la reproduction, pour plaire aux femelles. Pourquoi ça plaît aux femelles ? Parce que c'est des signes de bonne santé. Et souvent, ces caractéristiques physiologiques sont couplées à des bons gènes en fait. Par exemple, les pans avec les queues les plus imposantes, les plus colorées, ont souvent une bonne endurance, etc. Et s'ils ont pu échapper aux prédateurs et que ce trait a été gardé, il est la descendance de pans qui avaient une bonne endurance, de la force, etc. pour s'enfuir. Ça marche souvent comme ça dans l'univers animal, enfin pour toutes ces caractéristiques. D'un autre côté, par exemple, quand on parle des phacochères avec les défenses qui leur rentrent dans les yeux, etc., c'est des désavantages qui arrivent aussi, mais à grand âge. Et en fait, c'est aussi des moments où les animaux, de toute façon, vont bientôt mourir. Ce genre de désavantages, on les voit aussi parce que il y a des espèces qui sont protégées par les hommes, soit protégées, soit qui n'ont plus de prédateurs à cause des hommes. Dans un écosystème sans l'homme, ce genre de désavantages se verrait de moins quand même. Pour ce qui est de créatures imaginaires, c'est toujours difficile de faire la balance. Ce genre d'attributs, souvent chez les mâles, donc chez les mâles dans les espèces, émerge quand l'environnement est favorable en fait à l'espèce, est déjà favorable. Donc ils ont peu de prédateurs, en général l'espèce se porte bien. Mais quand l'espèce a une grosse pression de sélection d'un coup, ces caractéristiques physiques vont commencer à disparaître et vont profiter plutôt à des trucs plus furtifs ou alors à de nouvelles façons de se défendre. La viabilité d'une espèce, autrement dit sa capacité à survivre dans un milieu, dans un écosystème, va être à la fois qualifiée par ses caractéristiques, mais aussi par la pression que le milieu appose. Si on n'a aucune autre espèce qui vient partager la niche écologique de ce qu'on est en train de créer, on va pas avoir de problème de compétition. Si jamais l'espèce n'a pas de prédateur, elle ne va pas être concernée par des histoires de pression de sélection qui se feraient sur des morphologies qui seraient voyantes. Pas de besoin particulier de camouflage, par exemple. Et si sa source trophique, sa source de nourriture est abondante et facile à avoir, elle se nourrit de champignons, il y a des milliers et des milliers de champignons, elle va proliférer et elle ne va pas être sélectionnée sur des caractéristiques comme le fait de courir vite, étant donné que les champignons ne bougent pas. Ça va apporter d'autres dynamiques à votre espèce. Votre population va en effet beaucoup croître parce qu'il y a beaucoup de ressources, qu'elle est facile à obtenir et qu'il n'y a aucune pression qui pèse sur la bestiole. Et donc du coup, on va avoir une variété qui va se mettre au sein de cette espèce si on part sur un postulat d'évolution tel qu'on l'a dans notre monde.
On va avoir donc des micro-variations, des mini-sous-espèces qui ne sont pas encore totalement différenciées au sein de cette population, qui vont chacune avoir une petite autre caractéristique, une capacité à digérer tel autre champignon, une capacité à avoir une niche écologique un tout petit peu différente. Mais tant que les ressources principales ne viennent pas à manquer, ça rentre pas du tout en jeu, et les sélections vont se faire indépendamment de cela en réalité. Par contre, au moment où l'environnement va changer, ou alors qu'il va y avoir insertion d'un prédateur, là, l'espèce va se trouver très impactée. Au final, donc, pour qu'une espèce continue à exister dans un milieu, faut qu'elle ait une forme de viabilité, parce que sinon, de toute façon, la pression de sélection la fera disparaître. Comment est-ce que on pourrait essayer de dégager une sorte de schéma global pour estimer la viabilité d'une espèce? Enfin, quels sont les critères qui doivent vraiment rentrer en compte? Établir la viabilité d'une espèce et donc justifier qu'elle puisse être présente dans un milieu. Déjà, je vais dire une première chose qui vient sur la chaîne trophique. Donc, c'est l'intérêt de commencer par une chaîne trophique pour expliquer la présence d'une espèce, comme tu le fais. En gros, il faut qu'une espèce ait de quoi s'alimenter déjà. Il faut qu'elle ait une place dans l'environnement, enfin dans l'écosystème, que ce soit manger des plantes, pour les plantes justement faire de la photosynthèse ou trouver une autre source d'énergie. Donc il faut qu'une espèce ait une place dans la chaîne trophique, qu'elle ait de quoi s'alimenter en énergie. La plupart du temps, les espèces ont une place dans les fonctions d'un écosystème, que ce soit la dégradation de la matière organique, d'utiliser certaines molécules dans l'air, purifier l'eau pour d'autres espèces, etc. Pour qu'une espèce aussi soit viable, mais il faut aussi pouvoir éviter les prédateurs éventuels. Éventuellement montrer qu'elle a des attributs qui lui permettent d'échapper à des prédateurs. Que ce soit, quand on réfléchit dans les animaux réels, la capacité de courir, comme avec les chevaux, les antilopes, etc. La capacité de se cacher, ou la capacité d'intimider, par exemple avec les défenses, les cornes, etc. Là, je parle surtout des herbivores, parce que c'est la proie des carnivores. Mais pour les insectes, c'est aussi la capacité de cacher, de fuir, etc. Les animaux ont toujours forcément une stratégie primaire pour échapper aux prédateurs. Et ils peuvent même les cumuler pour échapper aux prédateurs. On comprend assez rapidement en fait que lorsque l'on arrive à un stade où d'un seul coup on a une prolifération jusqu'à un point où l'écosystème n'est plus capable de fournir les ressources dont l'intégralité de la population a besoin, celle-ci va décliner et seulement les individus les plus adaptés à la nouvelle niche écologique qui va émerger de cela vont être conservés. C'est de la théorie de l'évolution que je vous invite vraiment à vous intéresser si jamais vous voulez faire baser votre univers sur une mécanique assez similaire, ne serait-ce que pour imaginer une dynamique qui soit un petit peu alternée à cela. Je parle de modèles qu'on peut trouver, je parle de méthodologie pour avancer, mais à savoir que tout ça, ce n'est qu'en trame de fond, ça n'a pas forcément à être su par ni vos lecteurs, ni spécialement les personnes à l'intérieur de votre monde. En effet, suivant le niveau d'avancement technologique, on va pas forcément avoir toutes les connaissances là-dessus. Si jamais ce que vous réalisez c'est une œuvre de SF, dans ce cas-là, il y a de plus grandes probabilités à ce que ce soit quelque chose de connu, un mécanisme qui soit explicité, qui soit logique, et donc qui soit mis à disposition des personnages dans l'univers, et donc potentiellement de lecteurs. Et donc dans ce cas-là, il faut y prêter une autant plus grande attention. Quand on cherche à déterminer quelles espèces peuvent vivre dans un écosystème, par exemple, imaginons on est dans un milieu péridésertique, sur quel plan il faut penser? Donc là, j'entends par exemple le fait de trouver des moyens de s'abreuver, etc. Sur quel plan il faut donc soit penser à adapter des choses au niveau de son environnement pour que il soit viable pour les espèces qu'on va créer dedans, ou adapter les espèces pour les rendre adaptables à l'environnement. En fait, quelles sont vraiment les limites de la viabilité et comment est-ce qu'on va les retranscrire sur les espèces qu'on va créer. On nous avait présenté, je sais pas si tu te souviens, quand on était en licence, les souris du désert là, avec des giga-oreilles dont elles servaient pour se préserver de la chaleur, etc. Et en gros, l'idée, c'était sur quel plan on peut dire qu'une modification physique ou interne, genre un organe qui est changé, etc., soit vraisemblable vis-à-vis d'un milieu. Les milieux extrêmes, les animaux, ils développent caractéristiques extrêmes, pour les plantes aussi, bien sûr. Donc on peut tout imaginer en vrai, parce que ces milieux étant, on va dire, relativement vierges, parce qu'il y a très peu de vie qui s'y développe, enfin, très peu. Les milieux extrêmes ne sont pas forcément
dépourvu de vie, mais on va dire que la vie a besoin de beaucoup d'adaptation pour y entrer. Donc il n'y a pas forcément énormément de compétition plutôt. Les plus grosses adaptations peuvent être imaginées parce que aussi loin qu'aille l'animal, ça va lui donner un gros bénéfice s'il peut coloniser un milieu qui est dépourvu de compétition. Ces modifications ne voient pas forcément physiquement à l'extérieur de l'animal par contre. Ça peut être des adaptations métaboliques qui peuvent être extrêmes, mais sans que ça se voit à l'extérieur. Tu m'as parlé tout à l'heure des souris du désert. Elles ont un métabolisme très lent et minimiser leur surface corporelle de leur corps central pour éviter de perdre de la fraîcheur. Mais par contre, elles ont des oreilles énormes pour capter l'humidité ambiante le matin. Ce qui est incroyable, enfin, c'est vraiment des caractéristiques extrêmes qui apparaissent dans ce genre de milieu. Comme les bactéries qui peuvent survivre dans les eaux thermales à 90 plus degrés, tu vois. C'est un développement métabolique extrême et elles se retrouvent toutes seules dans ce milieu et donc elles prolifèrent dans ce genre de milieu. Comment se limiter? Eh bien, c'est un petit peu la question que va chercher à répondre ce prochain post qu'on va regarder. Donc, comment vous créez des animaux et des plantes pour vos mondes? L'original poster dit qu'il a beaucoup de mal à créer des animaux et des plantes. Tout ce qui va être des ethnies, de la géographie, de la religion, c'est pas des problèmes. Par contre, la flore et la faune, il a l'impression de ne pas avoir d'idée là-dessus. Plusieurs réponses que je trouve assez intéressantes qu'on va un petit peu aller au travers. Celle-ci aborde un point qui est assez intéressant. Il regarde en fonction de la situation technologique et se pose la question de qu'est-ce qui rendrait la vie plus facile. Et à partir de ça, il design des espèces en ajoutant d'autres caractéristiques à partir de cela. Moi, je trouve qu'on peut même aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui rendrait la vie plus facile et qu'est-ce qui rendrait la vie plus difficile? Donc, autrement dit, des espèces de créatures qui soient à l'encontre et des créatures qui soient dans le même sens que le développement de la société qu'on va concerner, la société à travers laquelle on va raconter nos histoires. Et donc, du coup, créer les choses qui sont ce qui semble nécessaire en fait en premier. Et ensuite rajouter des petits éléments. Donc là on est totalement dans la notion de profondeur qu'on avait développée, mettre un ensemble de nœuds qui soit jusqu'à un certain niveau de détail, et ensuite voir pour en rajouter si on s'estime qu'on en a le temps, l'envie, le plaisir, et ainsi de suite. On a une personne ici qui pense histoire naturelle, parce que fan de paléontologie, voilà, et regarde un petit peu les espèces passé, donc s'en inspire. De la mythologie, la mythologie, que ce soit de n'importe quelle civilisation, regorge de choses dont on peut récupérer des caractéristiques intéressantes et les incorporer à notre propre faune, ou des hybrides, et de ça, justement, créer de nouvelles esthétiques. Bon, on a le problème, par contre, quand on fait ces choses-là, de créer une espèce qui peut être un peu déconnectée du réel dans laquelle on veut la placer. Parce que si on cherche pas à faire forcément correspondre certaines caractéristiques à des spécificités du milieu, il y a de grosses probabilités pour qu'elles soient pas du tout viables à l'intérieur de celui-ci. On peut imaginez un hybride entre deux espèces qui seraient l'une et l'autre viables dans le même milieu, mais qui pour autant, l'hybride entre les deux ferait que, eh bien, elle aurait un autre prédateur qui aurait trop de facilité à la dévorer, donc du coup, elle n'aurait pas de justification à survivre sur le long terme. On parle souvent de chaîne trophique, mais en vrai, je sais que, au moins, quand on était en licence, on avait entendu ce terme de réseau trophique, qui était peut-être plus englobant de la réalité en vrai, étant donné que c'est pas juste une ligne directrice d'espèces dont chacun des maillons va forcément impacter tout le reste. On peut avoir certaines chaînes trophiques qui se cassent au sein d'un réseau et qui certes impactent toute une partie de l'écosystème, mais n'impactent pas certaines autres espèces. Et justement, vis-à-vis de ça, parce que tu as parlé notamment de commensalisme, quels sont les différents types de relations qui existent entre des espèces, qui vont aussi structurer et participer à la structuration de ces mêmes espèces, parce que ça peut leur donner des avantages à survivre. Je pense notamment par exemple aux lichens, qui sont des symbiose entre une algue et un champignon, qui font que ça peut envahir des niches écologiques que aucune autre espèce ne peut aller chercher. Alors oui, il y a beaucoup de relations entre les espèces. On peut les voir un peu dans un tableau, relations positives, relations négatives, et voir si elles sont positives ou négatives selon les deux espèces. Ou neutres, ça peut être neutre aussi. Par exemple, quand on parle de prédation, forcément c'est négatif pour l'espèce qui est chassée et positif pour le prédateur. Dans le réseau trophique, c'est comme ça que ça marche. Mais il n'y a pas que ça comme relation dans l'environnement. Il y a par exemple la compétition tout simplement entre deux plantes. S'il y en a une qui pousse un peu plus
peu plus vite que l'autre, et ben elle va couvrir la lumière de l'autre. Donc les deux plantes vont essayer de pousser le plus vite possible pour essayer de prendre la lumière de l'autre. Ça se passe quand deux espèces occupent la même niche écologique en fait. Elles ont besoin d'une même ressource. Et donc forcément, là c'est la lumière pour les plantes. Ça peut être un certain type de graines pour les oiseaux, s'ils se battent pour je sais pas, des noisettes, et ils vont être en compétition. Et dans ce cas-là, c'est négatif pour les deux espèces. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, les espèces vont se gêner au moins un petit peu chacune, mais jusqu'à qu'il y en ait une qui soit super dominante. Il y a le phénomène ou l'interaction de facilitation entre deux plantes. C'est-à-dire qu'une plante ou les deux vont s'entraider dans l'acquisition d'une ressource. C'est souvent en lien avec des champignons en fait aussi. Le fait par exemple que des plantes se lient entre eux avec des champignons, elles peuvent réagir par exemple au broutage d'une plante à l'autre. Plus globalement, c'est des interactions qui sont positives pour les deux espèces ou pour les deux individus. Par exemple, l'acacia. L'acacia a deux individus. Il y en a un qui se fait brouter. Celui qui se fait brouter va envoyer des tanins dans l'air. Ces molécules vont arriver sur l'autre individu et va faire produire plus d'épines à l'autre individu. Et en fait, ça, c'est une interaction positive, parce que les deux peuvent faire ça l'un pour l'autre. Ça permet de renforcer leur défense par rapport à un brouteur. Ça existe aussi dans les interactions plantes-champignons ou autres. Chez les animaux, c'est plus rare. Ensuite, il y a les symbioses, comme tu en as parlé tout à l'heure, les lichens. Les symbioses permettent de s'implanter sur un rocher, tu vois. Il n'y a plus de ressources, il n'y a pas de ressources à part les retombées atmosphériques, d'azote ou d'autres molécules. Et grâce cette combinaison de microalgues et d'un champignon, le lichen peut s'implanter un peu n'importe où et trouver une ressource trophique avec n'importe quoi. Ensuite, il y a l'interaction du commensalisme. Donc, commensalisme, j'en ai parlé tout à l'heure avec les rats. Normalement, on utilise commensalisme pour dire qu'il vit sur un être vivant. Mais avec l'être humain, on considère que l'environnement urbain est de l'être humain en fait. Mais par exemple, le lierre qui pousse sur un arbre, c'est une espèce commensale. Elle ne va pas trop gêner l'arbre en tout cas, jusqu'à que ce soit extrême, mais ça va lui permettre de monter sur l'arbre et avoir la lumière de haut de la cime. Et normalement, c'est pas négatif pour l'arbre, c'est neutre. Le parasitisme, par exemple, là, cette fois-ci, c'est une espèce qui vit sur une autre, ou dans une autre, et qui va avoir un effet négatif pour l'espèce. Il y en a certains qui sont même à la limite de la prédation, parce qu'elles tuent leur hôte. On dit parasite parce qu'ils ne tuent pas l'hôte. Ça va être les vers solitaires dans le système digestif, des insectes qui vivent à l'intérieur d'un arbre, et il va le ronger petit à petit, mais les mythes qu'il y a voilà, dans les arbres, ça va ronger petit à petit l'arbre, va l'affaiblir, mais normalement ça le tue pas directement, ou alors pendant une très longue durée. Cet ensemble d'interactions est divers, il y en a encore d'autres. Elles définissent en fait, ça s'appelle plus un réseau trophique, mais un réseau d'interaction carrément entre les espèces. Et il peut être très très complexe et on peut le modéliser que pour des milieux très très simples. C'est pour ça que dans la création d'un univers, on peut imaginer certaines interactions, mais imaginer l'entièreté du réseau va être très très difficile, voire impossible. Une autre thématique que j'aimerais aborder à travers donc ce post qui est donc créer de la flore et de la faune pour mon monde, où justement l'original poster propose notamment de créer des spider horses, donc autrement dit des chevaux araignées, créer un petit peu des animaux d'horreur au sein d'un univers, ici en l'occurrence de fantasy, qui sortent justement du cadre habituel des monstres classiques, par exemple des formations d'humanoïdes, ainsi de suite. On a des réponses qui sont justement horses plus insects, it's just too good to not have, donc vraiment que, bah voilà, par exemple, il a des idées qui sont intéressantes. Mais au-delà de ça, moi je trouve que ce post convoit une idée qui est ultra intéressante. L'esthétique de ce qui va faire peur chez les animaux à vos populations. Les phobies d'animaux sont des choses extrêmement courantes. Et la question de savoir comment vos civilisations à l'intérieur de votre monde inventé vont avoir des phobies va être dépendant certes de leur éducation, de leur mise en présence face à tel ou tel animal à l'intérieur de votre monde, mais aussi des caractéristiques de ceci. Et on pourrait imaginer complètement un monde où les dards ne soient absolument pas des facteurs qui fassent qu'il y ait des potentiels traumas qui soient mis en place. Par exemple, imaginons tous les insectes qui piquent dans votre monde ne sont pas toxiques du tout. Il n'y a
aucun poison, aucune vénénosité à leurs morsures, leurs piqûres et ainsi de suite, mais que par contre, le côté urticant des poils soit immensément présent. Ça va restructurer complètement la peur qu'on va avoir face à tel ou tel animal. Ça va donc forger des dynamiques différentes. Ça va faire que, par exemple, on ne va pas élever des animaux à poil parce que on les sait urticants. On va pas avoir de chats, de chiens ou qui ressemblent à cela, qui ont une esthétique comparable au sein des foyers. Ça changerait complètement la dynamique qu'on aurait au sein de l'écosystème, parce que bien ce seraient de nouvelles espèces qui seraient chassées, par exemple, pas pour les mêmes raisons. Et via cet exemple, on comprend très rapidement la tâche immense qu'il y a à faire quand on veut créer une faune complètement alien. La moindre petite caractéristique de ce style va avoir des répercussions sur la société en elle-même que vous aurez défini par un autre point, que vous pensiez pourtant déconnecté. Quand j'ai dit en introduction de la vidéo sur le world building, tous les systèmes s'influencent et s'influent et quelque chose est parce que quelque chose d'autre à un autre endroit est aussi, là c'est exactement le cas. Vis-à-vis de l'implication de l'humain ou du coup dans un univers, mettons, de fantasy, de SF, de n'importe quelle espèce qui serait sentiente, etc., et qui influerait du coup sur son milieu, toute civilisation influence sur son milieu, bien évidemment. T'as déjà revu un petit peu le fait que ça faussait un peu la pression de sélection de l'environnement. On va avoir une sélection sur des critères de rentabilité, par exemple pour l'élevage, tout ce qui va être intérêt en tant qu'animaux domestiques. Est-ce qu'on peut penser d'autres types de relations? Il y a aussi bien évidemment les relations de je n'ai pas envie de voir cette espèce proche de chez moi parce qu'elle menace mes troupeaux et donc du coup on la chasse. On pensera par exemple aux loups, aux ours, etc. Dans des exemples assez proches encore au niveau kilométrique. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres relations à ça, d'autres comportements d'un humain ou d'une quelconque civilisation envers des animaux qui changent à la faune au global? Il y a par exemple la modification de l'environnement, que ce soit par exemple par la déforestation. L'homme détruit l'environnement de nombreux animaux et donc les animaux vont souvent se déplacer, éventuellement rencontrer de nouvelles espèces, créer de nouveaux équilibres un peu précaires à d'autres endroits. Ça peut changer beaucoup de choses. De plus, on peut penser à la pollution, qui est un problème global, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau ou pollution très locale par exemple de déchets. Ça peut influencer sur la présence de certaines bactéries au départ. Ensuite, ça peut tuer certains types de poissons qui sont très sensibles à des pollutions dans l'eau. En général, la pollution dans l'air, l'augmentation du CO2 dans l'air va favoriser de nouvelles plantes qui vont mieux utiliser ce CO2 supplémentaire dans l'air. Et ensuite, les détritus peuvent attirer de nouveaux types de comportements chez les animaux. Le comportement de scavenging chez les animaux qui vont fouiller dans les poubelles en général, comme les ratons laveurs, les rats. Et donc, il y a de nouvelles espèces qui deviennent comme sales à l'homme. C'est-à-dire qu'elles s'attachent à l'homme, aux villes, elles s'adaptent à vivre avec l'homme sans forcément son consentement, parce qu'on n'aime pas forcément avoir des rats dans nos poubelles, mais elle est là et elle va essayer de tirer du maximum de nos détritus, etc. Du milieu urbain, les interactions ne sont pas forcément négatives avec l'homme. C'est juste que ça change grandement ce qui se passe dans l'environnement. Et quand on y pense aussi, il y a le fait que l'homme protège les espèces, ça peut changer beaucoup de choses. Si on surprotège des espèces, que ce soit par religion, on pense par exemple aux vaches qui ont été beaucoup protégées par les hindous, ça déséquilibre un peu l'écosystème. Enfin, c'était surtout de l'élevage, mais elles étaient quand même protégées énormément. Et d'un autre côté, il y a maintenant des espèces qu'on protège par conscience écologique. On surprotège le panda, même si c'est notre faute qui disparaît. Si on ne protégerait plus, il y a des chances qu'il disparaissent directement. Il y a plein d'espèces comme ça qu'on maintient en vie en fait. Notamment, il y a plein d'espèces qu'on réintroduit pour qu'elles survivent. Le bison d'Europe qui a disparu, qu'on essaye de recréer un peu. C'est un exemple extrême du fait qu'on veut réintroduire des grands herbivores en Europe. Ça veut dire qu'on va rechanger l'environnement pour essayer de revenir en arrière. L'être humain essaye toujours de modifier l'environnement quoi qu'il arrive. Que ce soit pour revenir en arrière, en le détruisant tout simplement, mais on a du mal à le maintenir, l'environnement. J'en profite pour le glisser d'ailleurs, mais au final, vos espèces vont aussi être conditionnées par vos ethnies plus que vous ne le pensez. Parce que oui, par exemple, sur notre planète, on a des relatifs assez proches en termes évolutifs, en la présence de la lignée des grands singes. Aussi, il n'y a pas de raison que dans votre monde, il n'y en ait pas. Et que donc la création de votre faune influence des caractéristiques que vous retrouvez dans vos ethnies, et que à l'inverse, vos ethnies
influence des caractéristiques que vous retrouviez à d'autres endroits dans votre faune pour que bien simplement les deux se justifient l'une l'autre. Ou alors sinon, il faut inventer une autre raison. Par exemple, ce soit des espèces de dieux qui soient venus transformer des éléments qui étaient présents dans une faune ou alors créer de toutes nouvelles espèces qui soient vos ethnies et que donc en l'occurrence, on se retrouve dans une dynamique où on ait des conceptions philosophiques, religieuses, etc. qui soient différentes. Mais en tout cas, quelle que soit la voie que vous choisissiez, il va y avoir des répercussions. Et il faut les prendre en compte. Imaginons, quelqu'un te soumet une espèce et tu dois déterminer si elle est acceptable ou pas. Genre, est-ce qu'elle aurait un potentiel à vivre? Qu'est-ce que ce serait que la liste de critères que tu regarderais? Parce que c'est vraiment, voilà, on a sa petite espèce en thèse, on lui a design, voilà, ses 4 pattes avec des ongles un peu recourbés, une longue corne, machin unique qui est recourbé, du poil long et soyeux, et une tête absolument choupie et 3 yeux sur la tête. Pour autant, bah, est-ce que elle coche les cases pour rentrer dans l'univers en question ou pas? Et dans l'endroit où on veut la mettre ou pas? Tout d'abord, si tu me donnes une espèce comme ça, il serait très difficile de déterminer si elle est viable, même dans un milieu donné. Déjà, il faudrait connaître sa source trophique, donc sa place dans un réseau trophique. Ensuite, son mode de déplacement, sa reproduction est viable dans ce milieu, que ce soit pour attirer son partenaire ou même pour se reproduire. Les gamètes de certaines espèces ont besoin d'eau, par exemple, pour se déplacer, etc. Il faudrait comprendre sa place dans le réseau d'interaction du milieu. Et comme je le disais avant, déjà pour modéliser ce réseau d'interaction, c'est très dur. On peut imaginer quelques-unes de ces interactions, mais pour être sûr qu'elles soient viables, c'est très très dur. Cet exercice est même difficile pour les animaux de la réalité. C'est pour ça que quand on introduit des espèces, quand on fait des tests, on sait jamais si elle va s'implanter normalement, si elle va proliférer. Ça arrive avec les espèces envahissantes qu'on déplace d'une région à une autre du monde, et il y a certaines espèces qui prolifèrent d'un coup dans un endroit. D'un autre côté, il y a des espèces qu'on essaie d'introduire qui ne marchent pas du tout, même si on pense que ça va marcher. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est difficile d'en prévoir l'issue en fait. Dans un monde imaginaire, encore plus quand on veut rendre son monde imaginaire ultra réaliste. Quand c'est un monde imaginaire, justement, on peut montrer qu'une partie cette interaction et de toute façon, le public, avec sa présence, comprendra qu'il est là. Il y a une partie de scénario là-dedans. On peut pas exclure tout invraisemblance, en fait. De plus, en fait, il serait plus facile, dans la création d'une espèce, de se référer à une espèce réelle, en fait. Puis ensuite, de la modifier un petit peu pour que certaines caractéristiques soient adaptées au milieu où on veut qu'elle soit. Par exemple, en ajoutant des palmes à un animal pour le mettre dans un marais pour qu'il puisse marcher convenablement et pour qu'il puisse en même temps nager dans les eaux un peu plus profondes. Ça reste difficile. Et par exemple, dans des milieux qui peuvent être très différents, enfin, je pense déjà à la présence de magie dans un univers. Ça peut être une source, enfin une nouvelle source trophique ou plutôt une nouvelle propriété, on va dire, du milieu à prendre en compte pour les espèces. Ça n'existe pas dans la réalité, mais on peut réfléchir à des espèces qui peuvent s'en nourrir, soit comme une source d'énergie, soit comme pour leur perception, pour leur défense, qui puissent se servir pas forcément en lançant des sorts, puissent se servir de cette énergie qui est la magie, pas tout le temps une énergie dans les univers qui sont créés, mais en tout cas de l'utiliser. Il y a des gens qui travaillent sur ça, des scientifiques qui réfléchissent à des espèces qui pourraient apparaître, par exemple, sur d'autres planètes. Ça s'appelle les exobiologistes. Ils réfléchissent à ce que pourrait être une espèce sur une autre planète avec d'autres conditions. Il y a une série Netflix qui en parle, même si les explications scientifiques sont moyennes, mais ça donne une idée de quel est le travail d'un exobiologiste, comment on peut imaginer des espèces qui habitent sur d'autres planètes, qui sont issues d'un chemin évolutif différents que sur notre planète, qui sont aussi issus d'autres pressions de sélection en fait. On parle notamment de planètes avec beaucoup moins de gravité, avec un air plus dense, et à des espèces qui ont une symétrie radiale par exemple. Il y en a sur Terre par exemple les étoiles de mer, mais ça reste rare. Tout ce travail sur les différentes propriétés que peut avoir une autre planète, ça apporte des résultats très surprenants en fait sur la forme et ce que peuvent faire les espèces ce que pourraient faire les espèces sur d'autres planètes. Comment ils pourraient prendre avantage de ces différentes propriétés.
Ce que j'aimerais souligner, c'est l'importance de se renseigner sur la biologie de notre monde pour pouvoir soit en altérer les codes, soit en copier une partie des caractéristiques. But étant soit de s'écarter du spectre du connu, et donc du coup d'avoir plus de travail de caractérisation à faire, mais du coup plus d'identité ajoutée au monde, ou alors au contraire se rapprocher de choses qui vont être très concrètes, et que donc le public se trouve à être très rapidement embarqué dans l'œuvre par ce biais. En revanche, si l'entrée sera très facile, la spécificité sera moindre. C'est à vous de placer cette balance. Je ne peux pas mettre les curseurs à votre place, cela va dépendre du propos que vous avez envie d'apporter au devant de la scène. J'espère, à travers cette vidéo, vous avoir transmis l'idée qu'une espèce est quelque chose qui vit au sein d'un réseau, qu'il soit justement en espace, donc cet environnement dans lequel elle va vivre, en interaction avec justement d'autres entités vivantes au sein du milieu, et également en temps, étant donné qu'une espèce va se trouver à évoluer au fil de ses générations, et que l'environnement, lui aussi évoluant, va apporter des pressions extérieures sur l'espèce, et donc du coup potentiellement sa survie, ou ces adaptations qui vont être sélectionnées. J'espère également avoir pu vous apporter des petites pistes de réflexion sur la nécessité ou non de suivre justement ce cadre évolutif dont on a pu un peu parler en trame de fond pendant toute la vidéo. Et je vous incite vraiment à vous poser et à réfléchir à ces questions. Ça n'a pas forcément d'impact sur l'esthétique de telle ou telle petite bestiole que vous mettrez au sein de votre description, mais ça aura de l'impact sur la cohérence globale du monde et sur les trajectoires que celles-ci vont pouvoir faire. Imaginons un monde où un des seuls moteurs soit l'absence ou présence d'une source trophique et la sélection par une civilisation. Les dynamiques de population vont être grandement différentes à s'il y a une histoire de pression de sélection qui s'exerce pendant tout le temps. S'il y a un contrôle de A à Z par une population, on va avoir seulement des espèces décoratives, sacrées, utiles, ainsi de suite, qui vont rester au sein du monde, et pas d'espèces gênantes sans bénéfice pour la population. Créer des espèces est quelque chose de compliqué et en avoir tous les aspects en chaque temps est quasiment impossible. C'est une tâche dantesque. Et ce que je pourrais vous donner en ultime conseil, ce sera de présenter vos espèces à des amis. Et en faisant cela, déjà vous voyez leur réaction face à ces espèces, qui peut un peu tempérer la place que vous leur metteriez au sein de la civilisation, mais également en présentant un petit peu le biotope dans lequel l'espèce va vivre, pour voir un petit peu les réactions. Oui, mais du coup, est-ce qu'elle a une nageoire pour faire ça? Ça va soulever des problématiques que vous ne vous serez pas forcément posées parce qu'il y en a forcément. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris quelques petites choses au passage. Si jamais c'est le cas, sachez que vous avez plusieurs moyens de le faire savoir et de soutenir mon travail. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement, vous connaissez la chanson, mais tout ça, ça aide vraiment. Ça permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait bien ou pas. Et au-delà de ça, ça permet vraiment de pousser ce genre de contenu en avant sur la plateforme. C'est par ça, en fait, que vraiment vous retrouverez sur le côté, dans votre petit algorithme, d'autres vidéos de ce style. Si jamais le cœur vous en dit et que vous en avez les moyens, sachez que j'ai ouvert un Utip pour à la fois soutenir ces programmes et une émission qui s'intitule Rolls, que je fais sur Twitch à fréquence environ mensuel où on invite des personnes du milieu du jeu de rôle, de la création, pour discuter de thématiques qui nous sont chères. Ainsi, vous faire une émission en live d'environ 3 heures, dont les replays sont d'ailleurs disponibles sur cette chaîne. Bien évidemment, sachez que le plus grand soutien sera toujours le partage, et lui, il est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Taros, salut!